Di Radicale, ci occupiamo delle interrogazioni all'Assemblea nazionale al governo di Édouard Philippe. Ricordiamo che questa seduta si è svolta proprio mentre il Parlamento francese, i due rami del Parlamento francese sono impegnati nell'esame del budget del 2018-2019. Anche su questo ci sono state delle polemiche, ma andiamo con ordine. In apertura di seduta il presidente dell'Assemblea nazionale Ferrand ha voluto rendere un omaggio alle vittime degli attentati del 13 novembre del 2015 al Bataclan. La seduta dell'Assemblea nazionale si è aperta così. I principali temi che sono stati trattati nel corso di questa ora delle interrogazioni al governo Philippe hanno riguardato la transizione energetica e l'aumento delle tasse sui carburanti, il bilancio del Ministero della difesa. Ricordiamo che nel corso della seduta si è ritornati anche su sull'argomento della commemorazione degli attentati del 13 novembre ed è intervenuto lo stesso Premier Édouard Philippe. Oltre a questi temi, vi ricordiamo che è stato anche affrontato un caso spinoso, quello del suicidio di un commissario di polizia, Maggie Biscuspi, sul quale è in corso un'inchiesta della magistratura e su questo argomento è intervenuto il ministro dell'Interno Castaner. Allora, ma andiamo con ordine per parlare del principale tema che è stato trattato nel corso di queste interrogazioni, la transizione energetica e l'aumento delle tasse sui carburanti. Il governo Philippe ha confermato attraverso il proprio Premier le misure che erano state prese negli ultimi giorni sull'aumento delle tasse sui carburanti, sul diesel, spiegando che questi fondi verranno utilizzati per la lotta contro l'inquinamento ed è stato ribadito che della bontà di questo provvedimento. Ricordiamo che il 14 novembre, cioè oggi, ci sarà un Consiglio dei Ministri dove verranno presentate le misure per utilizzare questi fondi dell'aumento dei prezzi dei carburanti. Ci sarà un Consiglio dei Ministri e poi naturalmente si parlerà di questo anche nell'ora delle interrogazioni che si svolgerà all'Assemblea nazionale a partire dalle ore 15, così come avviene tutti i martedì e i mercoledì all'Assemblea nazionale francese. Un'altra polemica che ha riguardato la politica francese concerne il bilancio del Ministero della Difesa. Le opposizioni hanno criticato la maggioranza e il Presidente della Repubblica francese di aver tradito le promesse di mantenere i fondi di non aver mantenuto le promesse sull'aumento dei fondi per il bilancio, sottolineando che le cifre che sono state presentate nell'ultima legge di bilancio penalizzano la difesa. Il governo Filippo, attraverso il proprio Premier, ha ribadito che le misure nei confronti della difesa e delle missioni all'estero, le cosiddette OPEX, questa è la denominazione, sono state confermate tutte quante e che non sono stati tolti soldi agli altri ministeri per finanziare le missioni all'estero. Come dicevamo, un altro argomento che è stato trattato nel corso di questa seduta dell'Assemblea nazionale è quello del suicidio di un commissario di polizia, una donna, Maggie Biscuspi, sulla quale proseguono le polemiche. Ricordiamo che è molto frequente che in Francia poliziotti
poliziotti o comunque funzionari di polizia si tolgano la vita per la difficoltà che hanno nell'affrontare quotidianamente la questione dell'ordine pubblico. C'è un malessere che dura da anni nella gendarmerie francese e su questo è intervenuto il ministro dell'Interno Castaner in ben 2 occasioni rispondendo alle interrogazioni che sono state presentate dalle opposizioni durante l'ora delle interrogazioni al governo Édouard Philippe. Ma ascoltiamo e vediamo che cosa è stato detto nel corso di questa seduta all'Assemblea nazionale francese quando si è aperta la seduta e il presidente Ferrand ha ricordato le vittime dell'attentato al Bataclan del 13 novembre 2015. Buon ascolto e buona visione. La séance est ouverte. Mes chers collègues, il y a 3 ans, le 13 novembre 2015, la barbarie frappait la France. Le terrorisme s'attaquait aveuglément à notre jeunesse, à nos compatriotes, à Paris, à Saint-Denis. Nous n'avons pas oublié. Les images de cette nuit meurtrière ne nous quitteront jamais. Nous tenons aujourd'hui à avoir une pensée toute particulière pour les victimes et tous leurs proches. C'est aussi l'occasion de souligner l'engagement et le dévouement des services de soins et de secours dont le rôle a été indispensable ce soir-là et au-delà. Nos encouragements et le soutien de la Nation vont également aux forces de sécurité intérieure, aux forces armées et aux renseignements qui nous protègent et combattent le terrorisme sans relâche. C'est à toutes ces victimes, à toutes ces familles meurtries, mais aussi c'est à toutes ces victimes, toutes ces familles meurtries, mais aussi à tous ces engagés du quotidien que je souhaite, au nom de la représentation nationale, rendre hommage aujourd'hui. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Monsieur le Président Jean-Christophe Lagarde. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. La hausse des taxes sur les carburants a provoqué une véritable exaspération chez les Français. Nous ne nous associons ni à la démagogie, ni à la récupération qui pousse certains qui proposaient ces taxes hier à les renier aujourd'hui. Mais ceci, Monsieur le Premier ministre, n'exonère pas le gouvernement de dire la vérité aux Français. Ceux-ci sont en colère et on peut les comprendre. Le président de la République, il y a quelques jours, disait trivialement à un de nos compatriotes que ce n'est pas Bibi qui est responsable de la hausse des taxes. Et pourtant, les chiffres sont têtus. 37% de l'augmentation du diesel, 34% de l'augmentation de l'essence sont dus à des décisions qui ont été prises dans cet hémicycle à la proposition de votre gouvernement. C'est donc aussi Bibi qui est responsable des taxes et c'est pour ça que les Français ont l'impression de l'avoir dans le baba. Car beaucoup d'entre eux se sentent piégés. Ils ne savent pas comment ils pourraient se déplacer lorsqu'ils sont loin des grandes métropoles, lorsqu'ils sont en banlieue ou dans les zones rurales. Comment ils pourraient faire, eux qui ne bénéficient pas de transports en commun ni d'infrastructures qui permettraient de rouler plus propre? Rien que les chiffres le montrent. En 2017, entre 2017 et 2019, la vérité, c'est que c'est 7,2 milliards de recettes supplémentaires que ces taxes que vous avez décidées ont rapportées dans les caisses de l'État. C'est 1,2 milliard seulement qui ont été consacrés à la transition énergétique. La différence, c'est 6 milliards. Rien qu'en 2019, c'est 3,9 milliards d'augmentation qui sont prévus, 260 millions seulement pour la transition énergétique.
Les Français ont l'impression d'un piège et ont l'impression de se faire avoir. Or, pour que ces taxes soient légitimes, il ne faut pas qu'elles les piègent, mais il faut qu'elles les accompagnent, qu'elles leur permettent de rouler plus propre, qu'elles leur permettent de se chauffer plus propre, qu'elles permettent de financer les infrastructures à travers tout le territoire, qui leur permettent effectivement de répondre aux objectifs de lutte contre le carbone et la pollution. C'est donc, Monsieur le Premier ministre, la question de notre groupe. Les taxes en question doivent revenir dans la poche des Français. Comment allez-vous leur rendre l'argent pour leur permettre de rouler plus propre et de se chauffer plus propre? Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Lagarde, vous posez la question de la fiscalité qui s'applique au carburant. Je voudrais commencer par rappeler un certain nombre d'éléments qui permettent peut-être, au moins autant que les termes de la question que vous avez posée, de poser le débat. D'abord, comme vous le savez, Monsieur le député, la taxe sur les carburants n'est pas exactement nouvelle. Elle a été créée en 1928. Ensuite, vous savez, et depuis 1928, elle contribue à alimenter la totalité du budget de l'État, bien entendu. Vous savez également que cette TICPE, la fiscalité écologique au global, c'est environ 34 milliards. La TICPE, pour sa part, elle ne finance pas que l'État. Vous savez, Monsieur le Président, qu'à hauteur de 12 milliards d'euros, ce qui n'est pas rien, elle vient financer des collectivités territoriales, les départements et les régions. Afin, évidemment, et c'est parfaitement légitime, de permettre à ces collectivités d'exercer leur politique publique et d'accompagner nos concitoyens sur la voie de cette transition écologique. Et j'ai bien entendu parfaitement à l'esprit l'ensemble des politiques qui sont menées et qui sont même, j'en suis sûr, accélérées compte tenu de l'augmentation de recettes de la TICPE. Nous assumons le fait, puisque cela avait été annoncé pendant la campagne, et vous avez eu, Monsieur le Président, l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître, annoncé par le Président de la République et partagé par beaucoup d'autres candidats à l'élection présidentielle, nous assumons le fait qu'une taxe carbone est venue s'ajouter à cette TICPE, pour un montant d'environ 7,5, 7,8 milliards d'euros. À quoi sert cet argent? Il sert, pour une large part, à permettre la substitution de la fiscalité qui pesait jusqu'à présent sur le travail et à la faire basculer vers la pollution, vers la transformation climatique, vers le dérèglement climatique. C'est un choix politique. Nous considérons, et je pense qu'au fond, chacun de nos concitoyens peut le comprendre, nous considérons qu'il est certes peu populaire, mais néanmoins parfaitement justifié de dire que demain, la fiscalité doit plus peser sur la pollution que sur le travail. Cette transformation, elle est loin d'être simple, mais nous l'assumons. Il ne vous a pas échappé, Monsieur le Président Lagarde, que la fiscalité sur le travail baissait, et baissait nettement. Ça n'a pas pu vous échapper. Certains n'ont pas voulu la voter, mais ça n'a pas pu vous échapper. Et à l'évidence, la contrepartie est une partie de l'augmentation de la taxe carbone, telle que cela avait été annoncé. La France n'est pas le seul pays à s'engager dans cette voie. Dans l'Union européenne, peut-être, Monsieur le député, vous en fichez, comme vous le dites élégamment, mais il se trouve qu'on peut aussi se comparer dans le monde. C'est jamais mauvais de regarder un peu au-delà de ses frontières, Monsieur le député. La Suède s'est engagée dans le même chemin, c'est-à-dire une substitution progressive de la fiscalité qui pesait sur le travail vers une fiscalité qui pèse sur la pollution ou sur les émissions de CO2, lesquelles sont très largement contributrices et à l'origine du dérèglement climatique. Le montant supplémentaire acquis par cette trajectoire carbone sert, Monsieur le Président, à financer des mesures qui accompagnent les Français dans cette transition. J'aurai l'occasion très rapidement d'évoquer un certain nombre de ces mesures. Mais vous savez d'emblée que le mécanisme de la prime à la conversion, le mécanisme du chèque énergie, toute une série de mécanismes financiers et budgétaires viennent accompagner les Français dans leur vie quotidienne pour faire face à cette transition. Vous savez également, parce que nous avons déjà eu l'occasion de l'évoquer et parce que de très nombreuses consultations ont été menées, notamment par Madame la Ministre des Transports avec les collectivités territoriales, vous savez notamment que dans la préparation de la LOM, de la loi d'orientation des mobilités, nous voulons répondre
à ces questions d'entretien des réseaux, de développement des transports en commun, y compris de développement des transports en commun dans des zones qui aujourd'hui en sont peu pourvues, car c'est un enjeu pour nos concitoyens. Là encore, nous sommes cohérents et nous allons avancer. Au total, Monsieur le Président, le gouvernement, la majorité, entend évidemment les remarques, l'émotion, parfois la colère formulée par les Français. Passer d'un système tel qu'il a été conçu à un nouveau système engendre toujours des difficultés. Mais nous avons la conviction que ne rien faire contre les émissions de CO2, que de ne pas s'engager fermement pour accompagner les Français et pour lutter contre l'utilisation des véhicules qui provoquent et accélèrent la transformation climatique, nous avons le sentiment et la conviction que ce ne serait pas à la hauteur des enjeux. Et quelque chose me dit, Monsieur le Président, qu'au fond de vous-même, vous partagez la compréhension de l'acuité de ces enjeux. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur François Cornu-Gentile. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, en ce lendemain de 11 novembre, je m'adresse à vous solennellement, Monsieur le Premier ministre, à propos du budget des armées. Hier soir, ont été adoptées en loi de finances rectificative des dispositions qui mettent fin au financement interministériel des opérations extérieures. Cette décision bafoue les engagements pris par le Président de la République et répétés, il y a peu encore, par votre ministre des Armées. Elle bafoue aussi la loi de programmation militaire que votre majorité a fait adopter il y a moins de 6 mois. Ce sont ainsi plusieurs centaines de millions qui vont manquer aux armées. Mais l'enjeu n'est pas seulement budgétaire. C'est la crédibilité de la parole de l'exécutif qui est en cause. Affectant de ne pas voir le problème, votre ministre des Armées, ainsi que celui du budget, se réfugient dans des arguties techniques ou de vaines polémiques. Mais au sein de tous les groupes politiques, et même dans votre majorité, l'émotion est grande. Aussi, Monsieur le Premier ministre, je me tourne vers vous, car la Constitution vous donne une responsabilité particulière en matière de défense. Assumez-vous cette décision inique dictée par Bercy? Et dans ce cas, comment l'expliquez-vous aux militaires? Ou bien considérez-vous qu'il s'agit d'une erreur? Et alors, comment comptez-vous la corriger? Les militaires qui risquent leur vie au nom de la France ont moins besoin d'hommages que du respect de la parole donnée. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député François Cornu-Gentile, vous m'interrogez avec gravité, et avec une gravité qui sied au sujet, sur la question de nos armées et singulièrement du financement de nos armées dans le cadre d'une loi de programmation militaire qui a été adoptée par le Parlement l'année dernière. Vous avez raison d'indiquer, Monsieur le député, que la loi de programmation militaire qui a été adoptée l'année dernière se traduit par une augmentation chaque année d'environ 1,6 à 1,7 milliard d'euros supplémentaires qui sont affectés à la défense et à nos armées. C'est un effort considérable. Vous êtes un bon spécialiste des questions de défense, vous mesurez parfaitement ce que cela veut dire. Un effort considérable. Chaque année, la nation consacrera 1,6 à 1,7 milliard d'euros de plus que l'année précédente, alors même que dans beaucoup d'autres ministères, dans beaucoup d'autres champs de l'action publique, nous serons plutôt sur une maîtrise des dépenses, voire, pour certains d'entre eux, dans une diminution des dépenses. C'est donc un effort considérable. Cet effort considérable, il a été décidé par le Président de la République, adopté par la majorité pour une raison simple, c'est que nous vivons dans un monde dangereux, extrêmement dangereux, où la France doit pouvoir défendre ses intérêts et sa population. L'objectif que nous nous fixons, c'est d'atteindre, vous le savez, 2% du revenu national brut
à l'horizon 2025. Ça exige qu'année après année, nous poursuivions cet effort. Parallèlement à cette augmentation décidée, et dans le PLF qui a été examiné ici, il n'a pas pu vous échapper que l'année prochaine, en 2019, il y aurait à nouveau 1,7 milliard d'euros supplémentaires. Parallèlement à cette augmentation du budget, nous avons décidé de nous livrer un exercice utile, me semble-t-il, et je suis certain que vous partagez ce point de vue, de sincérité budgétaire. Car vous savez, monsieur le député, que pendant très longtemps, la gestion du ministère des Armées était caractérisée, comme d'ailleurs celle de beaucoup d'autres ministères, par des estimations insincères sur les provisions à passer. C'est vrai particulièrement sur les OPEX, vous le savez. Ça a été dénoncé par toutes les oppositions. Et se caractérisait aussi par un taux de gel des dépenses fixé a priori, qui était fixé entre 8 et 12% du montant global du budget. Entre 8 et 12%. On affichait un chiffre, les provisions à l'intérieur de ce chiffre global n'étaient pas sincères et on bloquait 8 à 12% du montant total de la dépense. Pourquoi? Pour le récupérer à la fin de l'exécution budgétaire. La Cour des comptes, plusieurs fois, les commissions de la Défense, plusieurs fois, ont eu l'occasion de s'émouvoir à juste titre de ces pratiques. Nous avons décidé, monsieur le député, de rompre avec cette pratique en procédant à une réestimation de ce qu'étaient véritablement les dépenses d'OPEX et en les augmentant de façon à arriver à un stade qui correspondait à un budget sincère et en fixant à seulement 3% du montant du budget, 3% du budget, monsieur le député, le montant des sommes gelées. Que s'est-il passé à la fin de l'exécution budgétaire de 2018? Nous avons constaté, pour beaucoup de raisons, et notamment la sincérité du budget initial et la bonne gestion de Madame la ministre des Armées, nous avons constaté que le montant des OPEX à financer pouvait parfaitement être pris en compte par le ministère des Armées. J'en veux pour preuve qu'en dégelant les sommes des 3%, il restera encore de l'argent à engager à la fin de l'exercice budgétaire. Ce que je veux vous dire, monsieur le député, c'est que ce que vous appelez la solidarité interministérielle qui doit permettre de venir financer le surcoût des OPEX, c'est un mécanisme qui a été utilisé quand le ministère des Armées n'arrivait pas à prendre en charge le surcoût des OPEX, parce que les sommes étaient mal budgétées et parce que le budget n'était pas bien exécuté. Aujourd'hui, il est parfaitement possible de prendre sur le budget des armées le surcoût de ces OPEX, sans mobiliser le budget des armées pour prendre à son compte d'autres éléments de la solidarité interministérielle. Ce que nous avons décidé, pour que pas un euro, monsieur le député, ne manque au budget de la défense. Je voudrais terminer, monsieur le député, puisque vous avez posé votre question avec beaucoup de solennité, en disant que j'ai le souvenir, et vous devez l'avoir aussi, de budgets qui prenaient moins en compte la dangerosité du monde et la nécessité de préparer nos armées. Et j'aurais aimé que dans d'autres époques, on constate la nécessité d'augmenter le budget. Et j'aurais aimé qu'à l'époque, sur tous ces bancs, messieurs les députés, sur tous ces bancs, on se soit mobilisé au moins autant pour défendre ce qui, à l'époque, n'a pas été défendu. Merci, monsieur le Premier ministre. La parole est à monsieur Pacôme Rupin. Merci, monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, il y a 3 ans aujourd'hui, l'innommable frappait la France et Paris en son cœur. Un stade, le Stade de France, une salle de concert mythique, le Bataclan, des bistrots parisiens comme nous les aimons tant, le Carillon, le Petit Cambodge, la Bonne Bière, la Casa Nostra, le Comptoir Voltaire et la Belle Équipe. Nos concitoyens y ont été sauvagement attaqués par des fanatiques de Daesh, aveuglés par une idéologie mortifère. Aujourd'hui, toutes nos pensées vont à ces 130 innocents qui aimaient Paris, qui aimaient plus que tout la liberté dans notre pays et qui sont morts fauchés par des assassins. Nous pensons aux 400 blessés, aux témoins, aux familles, aux amis, aux pompiers, aux forces de l'ordre, à ces milliers de vies marquées à jamais à cause de quelques fous qui ne supportaient pas notre joie de vivre. Les attentats nous ont appris la résilience. Depuis 3 ans, la vie à Paris a repris son cours. Nous continuons à nous retrouver dans l'ambiance chaleureuse des bistrots et de leurs terrasses. Nous continuons à profiter de toute l'expression des artistes au concert et au théâtre.
Nous continuons à nous enflammer pour les matchs de football et Paris a retrouvé ses liesses populaires les soirs de victoire de notre équipe de France pendant la Coupe du Monde. Mais l'inquiétude reste toujours là, dans tous nos esprits. L'État répond présent. Des milliers de gendarmes, policiers et soldats sillonnent nos territoires pour nous protéger. Nos services de renseignement scrutent et déjouent la menace au quotidien. Nos forces armées ont contribué à défaire l'État islamique. Nous leur rendons hommage. Depuis votre prise de fonction, la lutte contre le terrorisme est votre priorité. Pouvez-vous, Monsieur le Premier ministre, devant la représentation nationale, en ce jour de mémoire des attentats du 13 novembre 2015, nous assurer que tous les moyens sont mis en œuvre pour éviter que de tels drames se reproduisent? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, ce matin, avec vous, avec beaucoup d'élus de toutes les formations politiques représentées au Parlement, à Saint-Denis, puis dans plusieurs lieux de Paris, nous avons commémoré, ou plus exactement, nous avons essayé de témoigner à la fois de l'hommage de la nation aux victimes et du soutien de la République à ceux qui continuent à vivre sans les victimes. Et ces hommages successifs, Monsieur le député, m'ont frappé par la très grande dignité, à la fois des familles, de ceux qui, sur les lieux, ont connu les attaques, des pompiers, des médecins, des policiers qui ont été les premiers intervenants, des bénévoles aussi, pardon, mais des citoyens, des simples citoyens qui, confrontés à l'horreur, ont pu parfois apporter une aide et qui, 3 ans après, restent très profondément marqués par l'horreur qu'ils ont vécue. Le 13 novembre 2015, ces terroristes islamistes souhaitaient porter un coup à ce que nous sommes. Ils souhaitaient porter un coup à notre liberté, à notre façon de vivre, à notre sens de la fête, à notre sens de la polémique, à notre sens du débat, à notre sens de la liberté, à ce que nous sommes très profondément et à ce que nous ne voulons pas changer, à ce que nous voulons continuer à être. Face à ces attaques, notre pays a su prendre les décisions et accorder et consacrer les moyens nécessaires pour élever progressivement son niveau de vigilance et sa capacité à prévenir de telles attaques. Je ne dirai jamais, Monsieur le député, jamais, que nous pouvons garantir aux Français le risque zéro. Ce serait absurde et surtout ce serait faux. Nous vivons aujourd'hui encore dans une période de menace que je ne méconnais à aucun instant, que Monsieur le ministre de l'Intérieur, que Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur connaissent parfaitement et contre lesquelles ils prennent jour après jour des mesures avec un engagement qui est total et qui est à la hauteur de celui de l'ensemble des forces de sécurité. Nous ne pouvons pas dire que le risque zéro est garanti, mais nous pouvons garantir aux Français, par les mesures d'organisation qui ont été prises, par les mesures de recrutement qui ont été prises, par l'augmentation des budgets qui ont été consentis. Nous voulons dire et nous pouvons dire aux Français que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour prendre cette menace incroyablement au sérieux et pour y apporter des réponses qui sont à la hauteur des enjeux. Ne nous y trompons pas, Monsieur le député. Ce qui était attaqué, ça n'était pas la solidité de nos institutions, ça n'était pas la pérennité de la République, c'était nous, la France, les Français, la liberté, l'égalité, la fraternité. C'était ça qui était attaqué. Et nous allons, Mesdames et Messieurs les parlementaires, comme depuis 2015, et pour longtemps encore, consacrer tous nos moyens, tout notre enthousiasme, toute notre détermination à répondre aux angoisses des Français et apporter les moyens qui nous permettront de lutter définitivement et de prévaloir définitivement contre le terrorisme. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Madame Sylvie Tolmont. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, à l'unisson de la communauté éducative, nous pensons que nous n'avons jamais trouvé mieux que l'humain pour enseigner
accompagnés, encadrés à l'école. C'est d'ailleurs ce que nous avons porté dans le quinquennat précédent avec la création de près de 60 000 postes. Or, en 2019, vous supprimez 2 650 postes dans le secondaire alors que 40 000 élèves supplémentaires sont attendus. Vous ne créez que 1 800 postes dans le premier degré alors que 4 000 sont nécessaires au dédoublement des classes de CP et de CE1. Vous supprimez 500 postes administratifs sans parler du non-recrutement des personnels de vie scolaire si indispensable à un climat scolaire apaisé. Vous nous expliquez, Monsieur le ministre, que le quantitatif n'est rien au regard du qualitatif. À ce niveau d'amputation, il vous faudra viser l'excellence. Il est vrai que CAP 22 est passé par là, faisant éclater violemment la priorité budgétaire accordée à l'éducation nationale en donnant le signal du retour à la logique de suppression de postes. Monsieur le ministre, pour compenser, allez-vous augmenter le nombre d'élèves par classe, faire payer l'addition au rural? Une chose est sûre, vous multipliez déjà le nombre d'enseignants contractuels, non formés, moins payés, donc précaires. Et, grande avancée, vous remettez au goût du jour le travailler plus pour gagner plus en compensant le manque de postes par des heures supplémentaires. Que se passe-t-il, Monsieur le ministre? Le monde enseignant craque devant l'évaluation permanente et croissante, la pression exercée sur les élèves, la réforme du lycée et de l'orientation scolaire, les programmes conçus pour sélectionner les meilleurs visant à faire de l'école une machine à trier socialement les élèves. Hier, face à votre politique dévastatrice, les syndicats se sont unis pour la première fois depuis 2011, avec à leur côté la première fédération de parents d'élèves pour vous dire leur désarroi. Monsieur le ministre, votre ministère supporte aujourd'hui plus de 40% des suppressions de postes de la fonction publique. Dites-nous combien seront supprimés sur la totalité du quinquennat au regard de l'objectif affiché de réduction globale de 50 000 postes de fonctionnaires. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Sylvie Tolmont, votre question porte sur un sujet très sérieux qui mérite plusieurs heures et c'est justement ce qui va se passer cet après-midi puisque je présenterai mon budget devant cet hémicycle et nous en parlerons dans le détail. D'abord pour rétablir quelques vérités, c'est un budget qui est en forte augmentation, plus 1,7%, ça représente 850 millions d'euros. C'est un budget qui fait des choix, tout simplement. C'est un budget qui assume le fait que l'école primaire est la première des priorités et qui donc crée 1800 emplois supplémentaires dans le premier degré, ce qui permet d'accomplir plusieurs objectifs fondamentaux. D'abord, puisque vous avez parlé du rural, et j'y viens de dire déjà que sur toute la durée du quinquennat, le taux d'encadrement va s'améliorer dans chaque département de France, et notamment dans les départements ruraux, pendant chaque rentrée scolaire prochaine. Parce que oui, nous faisons des choix, oui, nous avons des priorités. Cette priorité, c'est que les élèves arrivent en classe de 6e en sachant lire, écrire, compter et respecter autrui. Et je peux vous dire que les professeurs du secondaire, c'est exactement ce qu'ils attendent. Ils préfèrent avoir un élève en plus ou en moins dans leur classe d'une année sur l'autre, mais avoir des élèves qui ont les savoirs fondamentaux ancrés, plutôt que d'avoir des discours démagogiques sur les postes à créer. D'ailleurs, je note que le taux de grévistes d'hier de 10% est inférieur au taux de grévistes qu'il y avait sous les gouvernements que vous souteniez quand il y avait la réforme du collège. Par ailleurs, je sais écouter ce 10% de professeurs, je sais écouter aussi les 90%, je les vois tous les jours sur le terrain et ils me disent qu'ils comprennent cette politique et même qu'ils la soutiennent. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Bruno Millienne. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, 2300 emplois supprimés sur les 5 prochaines années. C'est la perspective annoncée pour le fleuron de l'aérospatiale que constitue Ariane Group en raison de la fin des études liées au développement d'Ariane 6 et, je cite, d'un contexte européen défavorable. 2300 suppressions d'emplois, c'est l'équivalent en nombre des ingénieurs de très haut niveau et autres personnels qu'emploie le groupe dans les Yvelines sur ma circonscription. Vous comprendrez qu'une telle annonce peut susciter quelques inquiétudes que je sais partager, même si la réduction d'effectifs devrait reposer notamment sur le non-remplacement des départs à la retraite. Les premiers concernés, ce sont naturellement les employés, pour lesquels nous portons, nous la France,
aux côtés de nos partenaires européens, une responsabilité particulière dont on ne saurait se dédouaner. Ariane Group, c'est avant tout une aventure européenne, l'histoire d'une coopération amorcée de longue date autour de la question spatiale. À elle seule, elle emploie 9000 personnes en France et en Allemagne. Alors que les commémorations du centenaire de l'armistice ont été l'occasion de rappeler l'aspiration des peuples européens à une union sans cesse plus étroite, on ne saurait se satisfaire du sort réservé à la coopération européenne en matière spatiale. Certes, des efforts de compétitivité sont nécessaires et nos industries sont prêtes à les faire, mais elles ont aussi et surtout besoin de nous, de notre engagement fort à leurs côtés et plus globalement aux côtés de l'ensemble des acteurs de la filière aérospatiale européenne et de son indépendance. Aussi, Madame la Ministre, j'aimerais savoir comment le gouvernement français entend apporter son soutien au projet Ariane 6 et accompagner le plan de compétitivité d'Ariane Group afin de limiter les suppressions d'emplois. Quelles assurances les États membres ont-ils prévu d'apporter aux industriels européens dans la concurrence déséquilibrée à laquelle l'Europe doit faire face? Je pense en particulier au Buy American Act des États-Unis. Enfin, que propose la France pour l'adoption d'une stratégie ambitieuse à même de garantir la souveraineté spatiale européenne à laquelle je nous sais sur ces bancs tous attachés? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Madame Frédérique Duval, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés. Pardon, Madame la ministre. Pardon. Monsieur le député Bruno Millienne. La France et l'Europe sont de grandes puissances spatiales et à de nombreuses reprises, elles ont su démontrer qu'elles étaient au meilleur niveau mondial. Je pense aux images de la comète Chury obtenues par Rosetta de l'Agence spatiale européenne ou encore aux grands programmes de services publics européens que sont Galileo pour la géolocalisation ou Copernicus pour l'observation. Le succès de nos lanceurs ne doit rien au hasard, mais découle d'une volonté politique constante depuis plus de 50 ans, s'appuyant sur une recherche d'excellence, sur une agence française, le CNES, et l'Agence spatiale européenne, l'ESA, compétente et professionnelle, mais aussi sur un tissu industriel solide et diversifié. L'accès autonome à l'espace reste évidemment une priorité stratégique et le choix budgétaire que le gouvernement a fait cette année le démontre une fois encore avec plus de 100 millions d'euros sur le programme spatial, notamment pour soutenir le développement d'Ariane 6. Mais notre responsabilité collective est aussi d'être lucide et de regarder en face l'évolution du marché des lanceurs, caractérisé par trois choses. D'abord, moins de lancements de satellites géostationnaires. Ensuite, le passage vers des constellations pour lesquelles les contrats ne sont pas encore signés. Et enfin, l'émergence de nouveaux acteurs comme SpaceX. Ariane 6 apportera des réponses, mais il est néanmoins impératif d'améliorer la compétitivité de notre industrie et aucune voie ne doit être ignorée. La première voie, c'est celle de la recherche et du développement et l'État est au rendez-vous en soutenant l'innovation de rupture. La deuxième voie, c'est de consolider la demande institutionnelle et les choses progressent vers un European Buy Act. Et enfin, il nous faut simplifier l'organisation, réduire les coûts et ajuster les effectifs chez Ariane Group comme chez ses partenaires et l'ensemble des sous-traitants européens. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Avec mes excuses renouvelées pour avoir écorché votre nom. La parole est à Madame Jacqueline Maquet. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Secrétaire d'État auprès de la Ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la Secrétaire d'État, vendredi dernier, le Président de la République a tenu un discours à Lens, dans le bassin minier du Pas-de-Calais. Un discours dans le prolongement du plan pauvreté présenté en septembre et apprécié de tous les acteurs. Un discours tenu dans un territoire en souffrance, après avoir été pendant plus d'un siècle le sous-sol de la France. À cette occasion, il a rappelé qu'un changement de paradigme s'imposait dans la lutte contre la pauvreté. C'est ce que nous disons, c'est que la lutte contre la pauvreté, c'est un combat de la nation tout entière. Là où certains, par une rhétorique, dénoncent, nous prônons la solidarité. C'est le sens de notre politique, notamment par l'introduction de 15 milliards d'euros dans la formation des jeunes, l'instauration d'un revenu universel d'activité, l'extension de la CMU-C ou encore la baisse drastique du coût du permis de conduire.
La lutte contre la pauvreté passe à mon sens par une politique de lutte contre le mal logement. Il n'est pas possible d'aspirer à la dignité et à l'émancipation sans avoir un toit au-dessus de sa tête. La lutte contre le mal logement n'est pas une dépense, c'est un investissement sur l'avenir de nos concitoyens, enclavés depuis trop longtemps dans la pauvreté. C'est pourquoi nous réitérons la volonté du Président de la République que chacun ait accès à un logement d'ici la fin du quinquennat, afin d'exaucer, enfin, exaucer ce vœu cher à l'abbé Pierre. Si la loi Élan que notre Assemblée a votée apporte des solutions à moyen terme, l'urgence nous impose d'imaginer des réponses à court terme. Pouvez-vous, Madame la Secrétaire d'État, nous rappeler quels sont les objectifs des moyens de la stratégie pauvreté que vous portez et plus précisément sur son volet logement à court terme? Merci. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Jacqueline Maquet. Je vous remercie pour votre question qui me permet de reprendre devant vous les propos qu'a tenus le Président de la République en déplacement dans le bassin minier vendredi dernier. Oui, il nous faut changer de paradigme. Il ne suffit plus de soigner, de répondre a posteriori ou d'amoindrir la pauvreté en construisant une politique curative. Nous sommes convaincus qu'il faut rompre avec la reproduction de la pauvreté par la prévention et dès le plus jeune âge et permettre l'émancipation sociale de tous par le travail. Vous m'interrogez en particulier sur le volet logement de notre stratégie. Et vous avez raison, il n'est pas possible d'aspirer à la dignité et à l'émancipation sans avoir un toit au-dessus de sa tête. La présence à la rue d'enfants et le mal-logement sont inacceptables et sont une atteinte aux droits les plus fondamentaux. Plus de 300 000 enfants vivent dans un habitat surpeuplé. 30 000 enfants sont hébergés chaque soir par l'État dans les hôtels ou vivent à la rue et 5 000 enfants vivent en bidonville. La stratégie pauvreté porte l'objectif de garantir ce droit au logement. Nous nous engageons avec Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville et du Logement, à agir sur les conditions de logement et d'hébergement des enfants, à créer un cadre de référence pour l'accueil des enfants en hébergement, mais aussi à renforcer les capacités d'hébergement, en particulier pour les femmes et les familles, et enfin à passer de l'hébergement d'urgence en logement pérenne. Et je le rappelle ici, 125 millions d'euros seront ainsi consacrés à la création et l'adaptation de l'offre d'hébergement et de logement. Nous allons également renforcer les maraudes avec les associations et l'aide sociale à l'enfance spécialisée dans la protection de l'enfance. Ces maraudes dans les métropoles seront mobilisées pour aller vers les familles avec des enfants dans la rue et prévenir de la mendicité. Alors oui, nous refusons la pauvreté reçue en héritage et oui, nous sommes déterminés à rompre avec la spirale de la misère. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame Elsa Faucillon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Éducation, hier, des milliers d'enseignants partout en France criaient leur colère en même temps que leur forte ambition pour leurs élèves. Votre budget est celui qui est marqué par les premières suppressions nettes de postes d'enseignants, et ce depuis l'ère Sarkozy. Nul doute que ces premières suppressions ne sont juste qu'une alerte, car le rapport CAP 2022 est devenu ce guide aveugle des défis et des potentiels humains. Je crois que ce n'est pas sérieux, Monsieur le ministre. Poussée démographique, violence chez les jeunes, inégalités béantes, réforme dans le secondaire, ni le présent ni l'avenir n'engagent à trouver moins d'adultes dans les écoles. Vous justifiez toute votre politique par le dédoublement des classes de CP et de CE1, mais de la bouche même des enseignants, aujourd'hui, les créations de postes en primaire ne sont pas suffisantes. À plus de personnel dans les écoles, vous répondez portique de sécurité. À la demande d'une revalorisation salariale des professeurs, vous répondez heures supplémentaires. Mais ils en font déjà, Monsieur le ministre, et ils sont quand même les moins bien payés d'Europe. L'école a besoin de personnel éducatif qualifié pour porter une école de la réussite pour toutes et tous. Une école qui s'attaque aux inégalités plutôt que de les reproduire. Votre politique traduit un choix clair, le choix de personnel moins bien formé et plus précaire devant nos enfants. C'est également le choix de la libéralisation du service public de l'éducation et de l'achèvement d'une école à deux vitesses. 2600 suppressions d'emplois de stagiaires en 2018, 2650 en 2019. Combien de suppressions en 2020 ? Dans quel état allez-vous laisser l'école publique en 2022 ?
L'école est le combat de notre siècle, disait le candidat Macron. Pourquoi être passé si vite au renoncement? Merci, Monsieur le ministre. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Elsa Faucillon, de nouveau, j'indique à tous que cet après-midi, nous allons pouvoir rentrer dans tous les détails. Ça me permettra de rectifier un certain nombre de choses erronées dans ce que vous avez dit. Elles sont nombreuses. Je ne peux pas les dire en 2 minutes, puisque à peu près tout ce que vous avez dit peut être contredit. Mais je vous invite cet après-midi. Vous aurez le loisir de le voir cet après-midi. Prenons la question de la rémunération des professeurs. Vous dites que les professeurs de France sont les moins bien payés d'Europe. C'est par exemple faux. C'est tout simplement faux. C'est donc un mensonge. Il est vrai qu'ils ne sont pas assez bien payés, mais c'est faux de dire qu'ils sont les moins bien payés d'Europe. Ils sont mal payés. On est d'accord. J'y travaille. Madame la députée, vous avez dit que c'était les moins payés d'Europe et ça ne le sera pas. Le ministre a la parole, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Si vous me laissez répondre. S'il vous plaît, vous écoutez la réponse. Prenons ce simple exemple. C'est un budget qui fait des choix, je l'ai dit, 850 millions d'euros en plus. Parmi ces choix, il y a la rémunération qui augmente des professeurs. Ce que nous allons faire dans ce quinquennat n'a pas été fait dans le quinquennat précédent. Les jeunes professeurs, à la fin de ce quinquennat, gagneront 1 000 euros de plus par an que ça n'était le cas au début du quinquennat. Ça ne s'est pas produit la fois d'avant. Parce que la solution, ça n'est jamais simplement de créer des postes pour créer des postes. La solution, c'est de savoir faire des choix qualitatifs. C'est ce que nous faisons pour l'école primaire. C'est ce que nous faisons pour les savoirs fondamentaux, c'est ce que nous faisons pour la formation des professeurs, c'est aussi ce que nous faisons pour la réforme du lycée, qui s'est réalisée en écoutant justement les professeurs de France. C'est aussi en écoutant 40 000 lycéens que nous l'avons faite. Nous avons donc aujourd'hui, c'est vrai, une politique qualitative pour laquelle nous avons beaucoup de moyens supplémentaires. Encore une fois, 850 millions d'euros, c'est considérable. Mais nous le ciblons sur ce qui va améliorer le système. Car si vos recettes fonctionnaient, eh bien nous n'aurions pas à faire tous les progrès que nous avons encore à faire. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Blandine Brocard. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Intérieur, chaque jour, sur Internet, nos concitoyens sont exposés à des discours, des commentaires, des prises à partie, des illustrations homophobes, sexistes, racistes, antisémites. Les insultes et injures publiques, les discours haineux se propagent, leurs auteurs pensant être protégés par un relatif anonymat, bien trop facilement dissimulé derrière un écran. Jamais on ne tolérerait ce type de communication dans la rue, à la télévision, à la radio ou dans aucune publication. Il y a quelques jours, le parquet de Paris a assigné en référé les fournisseurs d'accès à Internet aux fins de faire bloquer l'accès à un site Internet infâme, site qui sévit depuis plus de 18 mois, avec un délibéré seulement au 27 novembre et un filtrage au mieux 15 jours plus tard. Sur ce site, mes chers collègues, on peut voir des photos de personnalités, dont des membres de cette Assemblée, marqués par exemple de l'étoile jaune. On peut lire des titres ou des légendes. Et je vais être dans l'incapacité de dire à haute voix ce qui est écrit, tellement les termes employés sont inqualifiables. On peut y lire, et je cite, veuillez m'excuser d'avance, les youpins, les bougnoules, associés qui plus est à des qualificatifs des plus abjects, les nègres, je ne peux vraiment pas aller plus loin. Face à vous, dans cet hémicycle, les mots lus sur ce site sont imprononçables. Et pourtant, il nous faut les entendre et imaginer ce à qui c'est destiné. Oui, mes chers collègues, c'est abject, c'est ignoble, c'est inqualifiable. Mais cela illustre, hélas, que ce qui est indicible se retrouve en revanche sans souci sur Internet. Monsieur le ministre, si depuis 2014, il est possible de bloquer rapidement des sites à caractère terroriste ou pédopornographique, il semble que nous ne possédions pas les armes efficaces pour lutter contre la propagation de ces abjections haineuses. Dès lors, quelles actions sont menées pour qu'Internet ne reste pas un espace de non-droit où l'on puisse distiller impunément cette odeur nauséabonde qui rappelle effectivement le pire des années 30. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Blandine Brocard.
Vous évoquez des faits qui sont effectivement insupportables et dont les auteurs, parce qu'ils pensent qu'ils sont cachés derrière une forme d'anonymat numérique, peuvent se prévaloir, peuvent les développer et d'autres peuvent les relayer. Et ce n'est pas parce qu'effectivement, ils ne sont pas physiquement présents qu'il serait acceptable. Il nous faut être très mobilisés parce que ces propos haineux, ces propos discriminatoires, ces propos antisémites sur les réseaux sociaux doivent être combattus, comme tous les autres propos, comme tous les autres actes. Il nous faut être mobilisés tout particulièrement sur ce sujet. Le Premier ministre a eu l'occasion, il y a quelques jours d'ailleurs, de vous inviter à travailler sur cela. Et vous êtes emparés, j'y reviendrai de cela, dès la préparation en commission des lois du texte qui sera présenté dans quelques jours par la garde des Sceaux. Le Premier ministre a aussi confié à l'écrivain Karim Amlelal, à la députée Laetitia Avia, au vice-président du CRIF Gilles Taïeb, de rédiger un rapport dans le cadre du plan de lutte contre l'antisémitisme et le racisme sur Internet. Un grand nombre de propositions, 20, ont été faites et il faut effectivement les mettre en œuvre. Certaines de ces propositions, je l'ai indiqué, ont été mises en œuvre et prises en compte dès l'examen en commission du texte de loi justice présenté par la garde des Sceaux, notamment un amendement qui prévoit une procédure simplifiée applicable aux produits haineux, aux propos haineux s'ils sont commis via Internet. Ils ont aussi voté, vous avez aussi voté la possibilité de déposer plainte en ligne, une disposition essentielle parce que justement, dans 25% des cas, elle se traduit immédiatement par une plainte qui est instruite par la justice et donc cela marche et cela va dans le bon sens parce que ça libère la parole et ça protège ceux qui parlent. Et je voudrais aussi évoquer l'initiative prise par le président de la République hier avec Facebook pour mieux réguler ces contenus. Il nous faut effectivement agir constamment et soyez sûre, Madame la députée, que le gouvernement est mobilisé à réguler et à sanctionner chacun des comportements inacceptables et contraires à nos valeurs républicaines. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Pierre Cordier. Monsieur le Premier ministre, ma question s'adresse à vous et rien qu'à vous. Nous avons appris ce matin, avec une grande tristesse, chers collègues, continuez, Monsieur Cordier. Nous avons appris ce matin, avec une grande tristesse, le décès dramatique de Maggie Bilkuski, présidente de l'association Mobilisation des policiers en colère. Originaire de la vallée de la Meuse dont je suis élu, elle a fait une carrière exemplaire au sein de la police nationale et a eu le courage de briser le silence pour parler des difficultés rencontrées par les forces de l'ordre. Je garde en mémoire son sang-froid remarquable face aux insultes d'un polémiste dans l'émission Salut les Terriens il y a quelques semaines. Femme de courage et d'honneur, elle s'est engagée à défendre ses collègues avec conviction et pugnacité. Symbole d'une police à bout, elle portait le combat de ceux qui nous protègent au quotidien. Nous n'avons pas su la protéger. Je veux dire, en notre nom à tous, mon soutien à sa famille, ainsi qu'à tous ses collègues des Yvelines, des Ardennes et de France. En juillet 2018, la commission d'enquête sénatoriale sur l'état des forces de sécurité intérieure vous alertait, Monsieur le Premier ministre, sur le malaise grandissant au sein de nos forces de l'ordre. L'épuisement professionnel de ces femmes et de ces hommes qui mettent leur vie au service de nos concitoyens, qui font face à des violences inouïes chaque jour, est intimement lié au climat de haine anti-flic. Monsieur le Premier ministre, alors que nos policiers, nos gendarmes, nos pompiers ne peuvent plus aller dans certains quartiers pour intervenir ou secourir, qu'allez-vous mettre en œuvre pour que de tels drames ne se produisent plus? Merci. La parole est à Monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Cordier, vous m'interpellez au sujet de ce suicide, et comme tous les suicides épouvantables, mais de ce suicide de Maggie Bilkuski.
Maggie Biskupski a décidé de mettre fin à ses jours hier soir. Et quand j'ai appris la nouvelle, j'ai eu, monsieur le député, la même émotion que vous. Et je suis convaincu que chacune et chacun d'entre nous ici. Une enquête judiciaire est ouverte. Elle apportera tous les éléments qui ont conduit cette gardienne de la paix qui s'était engagée pour défendre l'honneur et la cause de notre police nationale. Elle s'était engagée très fortement sur ce sujet et l'enquête indiquera les raisons de son suicide. Mais votre question porte, au-delà de son geste, sur effectivement ce sentiment difficile que connaissent nos forces de l'ordre. D'abord, n'oublions pas d'où est née cette association qu'elle a portée et qu'elle a incarnée si bien. C'était le 8 octobre 2016, à Viry-Châtillon, à Grigny. Nous y étions vendredi matin avec Laurent Nunez. Nous avons rencontré le policier le plus marqué, le plus violemment attaqué. Il est en reconstruction. Il a cessé son activité depuis 2 ans, mais il nous a tout de suite parlé de reconquête. Nous avons ensuite rencontré l'ensemble de ses collègues de travail. Et là encore, ils nous ont reparlé de cette exigence de reconquête. Et nous sommes allés avec les élus de ces 2 communes sur le terrain. Et ils nous ont dit combien l'ambition, la force, le courage, le soutien de Bernard Cazeneuve à l'époque a permis à nos forces de sécurité de reconquérir cette terre qui effectivement avait disparu du terrain de la République. Mais au-delà, monsieur le député, au-delà de cette zone géographique où on peut être fier du travail de nos policiers, de nos différentes forces de sécurité, il y a dans votre question celle des moyens que nous devons donner. Et nous avons décidé, et ce sujet sera complété dans mes réponses suivantes, de doter justement nos forces de l'ordre de moyens supplémentaires. 2500 policiers et gendarmes seront mobilisés l'année prochaine. 2000 ont été recrutés cette année et seront sur le terrain dès 2019. Mais il nous faut aussi des moyens exceptionnels en matière d'immobilier, en matière de véhicules. Et ces moyens, c'est ce que nous pouvons faire aujourd'hui avec un budget qui, je vous le rappelle, pour la sécurité, a augmenté d'1 milliard d'euros en 2 ans. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Natalia Pouzyrev. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Effectivement, hier soir, nous avons appris le suicide de Madame Maggie Biskupski, gardienne de la paix et fondatrice de l'association Mobilisation des policiers en colère. Je veux ici m'associer à l'affliction de ses proches et je tiens à assurer ses collègues du profond soutien de l'ensemble de la représentation nationale. Cette policière s'est donné la mort avec son arme de service à son domicile de Carrières-sous-Poissy, qui se trouve être dans ma circonscription. Suite à l'attaque au cocktail Molotov de 2 voitures de police à Viry-Châtillon en 2016, elle militait pour faire connaître les difficultés et le mal-être des forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions. Pour cela, elle a été jusqu'à sortir de son devoir de réserve et a fait l'objet d'une procédure menée par l'IGPN. Maintenant, il appartient à l'enquête en cours de nous éclairer sur les raisons profondes de son geste. Quelles que soient ces raisons, reconnaissons-lui le courage d'avoir su nous interpeller sur le malaise que peuvent connaître les forces de l'ordre. Monsieur le ministre, vous vous êtes rendu avec monsieur le secrétaire d'État vendredi dernier sur les lieux de l'agression de Viry-Châtillon pour échanger avec les policiers. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous renseigner sur les moyens que le gouvernement met en place afin que les forces de l'ordre puissent agir efficacement tout en garantissant leur propre sécurité. Enfin, car c'était le sens du combat de Mme Biskupski, comment mieux prendre en compte les remontées du terrain et la souffrance des forces de l'ordre? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Pouzyrev. D'abord, vous remercier, comme M. Cordier, du ton de cette question, parce que nous savons que sans l'énergie de femmes et d'hommes, de ces forces de sécurité qui, partout en France, jour et nuit, tentent de protéger face à des montées de violence qui sont absolument insupportables, il y a des histoires humaines. Et cette émotion que nous partageons tous dans le cas de Maggie Biskupski, elle vaut aussi pour l'engagement personnel toujours difficile de nos forces de l'ordre. Il nous faut les protéger, d'abord les défendre toujours, leur donner les moyens de se sécuriser. C'est la question des véhicules, c'est aussi la question immobilière. Les conditions de travail de nos policiers, de nos gendarmes sont souvent, pas toujours, sont souvent trop difficiles, inacceptables. Cette année, dans le projet de loi de finances que vous avez voté ici il y a quelques jours, ce sont 300 millions d'euros qui seront mobilisés pour construire de nouveaux commissariats, de nouvelles gendarmeries, pour qu'ils aient des conditions de travail acceptables. Ce seront
presque 50 millions d'euros de grosses réparations qui seront investis dans nos commissariats, dans nos gendarmeries, parce que c'est nécessaire. Ce sont aussi les équipements de sécurité. En quelques années, sous l'autorité de différents gouvernements, il y a eu cette volonté de protéger physiquement nos forces de l'ordre. Mais ce sont aussi, parce que la meilleure des sécurités, c'est quand elle est incarnée par des femmes et des hommes, ce sont aussi ces femmes et ces hommes qui vont sur le terrain. Ce sont ces 2500 postes que vous avez décidé de recruter. Ce sont ces presque 4500 recrutements dans la police nationale qui seront décidés l'année prochaine pour accompagner notre sécurité au plus près du territoire, à la fois pour remplacer tous les départs à la retraite, mais aussi pour recruter 2500 policiers supplémentaires et gendarmes supplémentaires. Ce sont, Madame la députée, tous ces moyens modernes d'enquête, d'investigation, notamment en équipement numérique. Ce sont ces caméras piétons qui sont nécessaires aussi en matière préventive et pour protéger nos policiers. Mais ce sont aussi ces accompagnements qui sont nécessaires, parce qu'il y a des souffrances humaines. Et je demandais, et elle le fait déjà, à la police et à la gendarmerie de mettre en place des dispositifs d'accompagnement pour que chaque fois qu'il y ait une souffrance, elle puisse être accompagnée de façon préventive et que ne se reproduisent plus les erreurs que l'on a pu connaître. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Joachim Pueyo. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, il y a trois ans, jour pour jour, notre pays était confronté à la plus importante attaque terroriste sur son sol depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. 130 de nos compatriotes tombés sous les balles, sans compter les centaines de blessés. Devant un tel traumatisme, nous nous associons unanimement à l'hommage rendu aux victimes et à leurs familles. Nous ne les oublions pas. Aussi, notre solidarité doit s'exercer par un accompagnement permanent. C'est pourquoi nous étions nombreux à regretter la suppression du secrétariat d'État à l'aide aux victimes, même si les services sont mobilisés pour faire leur travail. Dimanche dernier, nous étions tous autour du monument aux morts pour commémorer la fin de la Grande Guerre qui a dévasté la France et l'Europe. Nous pouvons nous féliciter du travail effectué par la mission du centenaire créée en 2012. Elle a réussi à mobiliser nos concitoyens et nous avons tous été émus d'écouter la lecture des paroles des poilus, qu'ils soient français ou européens. 66 chefs d'État et de gouvernement étaient présents pour célébrer la paix et démontrer que la recherche d'un monde plus pacifique doit guider nos actions et décisions. Malheureusement, même si c'est bien l'objectif que nous poursuivons, le contexte international actuel est marqué par tensions et violences, qu'il s'agisse des guerres en Syrie ou au Yémen, des tensions persistantes au Sahel ou en Afrique centrale, de confrontations d'ambitions en mer de Chine ou en Arctique, ou de l'émergence de pouvoirs autoritaires cherchant à imposer leur vision du monde. Notre pays doit être prêt à répondre. La France doit poursuivre la recherche de solutions au niveau international et notamment européen. Le président de la République a évoqué l'idée d'une armée européenne. Cela paraît encore bien ambitieux, alors même que les battle groups européens, pourtant opérationnels, n'ont jamais pu être déployés pour répondre aux crises multiples, et alors que l'Europe de la défense a du mal à s'imposer. Ma question, Monsieur le Premier ministre, est donc simple. Qu'entendez-vous par armée européenne? S'agit-il d'une simple coopération? Quelles actions pourraient être lancées pour avancer vers un projet qui reste pour l'instant bien lointain, mais, et je le dis également, qui peut donner de l'espoir aux Européens qui partagent une vision commune? Merci, cher collègue. La parole est à Madame Nathalie Loiseau, ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée des Affaires européennes. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Pueyo, je voudrais commencer en m'inclinant devant la mémoire des victimes des attentats du 13 novembre. Il nous rappelle que si l'Europe vit en paix depuis 70 ans, elle est toujours menacée, comme vous l'avez très bien dit, Monsieur le député, et qu'elle ne doit ménager aucun effort pour prendre en main sa sécurité. Alors, vous l'avez dit aussi aujourd'hui, l'Union européenne n'a certainement pas d'armée commune. Pour autant, elle a enfin une politique de défense, et cette politique a progressé plus vite en 18 mois qu'en 60 ans, en particulier sous l'impulsion de la France. D'ores et déjà, des forces européennes autonomes sont présentes, par exemple en Méditerranée, pour lutter contre les trafiquants de migrants, pour lutter contre les trafiquants d'armes, au Mali pour former les forces militaires maliennes, sur les côtes somaliennes pour lutter contre la piraterie. Mais l'Europe de la défense, c'est aussi la coopération structurée permanente qui existe depuis moins d'1 an
C'est aussi le Fonds européen de défense qui permettra à partir de 2021 d'affecter 13 milliards d'euros à la défense et qui pourra commencer à financer des projets dès l'année prochaine pour 1,5 milliard d'euros. C'est de la réalité, Madame la Présidente. Ces projets n'existaient pas, ils existent depuis 1 an, on en a parlé pendant 60 ans, on s'est payé de mots et maintenant il y a des actes. Enfin, nous avons créé avec 8 autres Européens l'initiative européenne d'intervention dont le but est de faciliter les futurs engagements opérationnels conjoints entre Européens dotés de capacités militaires crédibles et prêts à les déployer. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur François Ruffin. Rendez l'ISF d'abord, Monsieur le Président. Dès votre entrée à l'Élysée, vous en avez fait la priorité des priorités. Enrichir les riches. Allaient-ils dormir sous les ponts, vos amis de chez Rothschild? Risquaient-ils la soupe populaire, vos mécènes millionnaires? Il faut le croire. Vous avez donc offert 5 milliards d'euros sur un plateau aux nouveaux seigneurs, à vos donateurs, aux maîtres de la pharmacie, aux maîtres de la téléphonie, aux maîtres de la chimie, aux maîtres des start-up. Dans la foulée, à votre bande organisée, vous avez délivré la flat tax et l'exit tax et le secret des affaires et le CICE doublé. C'était l'urgence sociale à n'en pas douter. Tout pour ceux qui ont tout et rien pour ceux qui ne sont rien. Les grandes familles peuvent vous remercier. Elles étaient déjà repues, vous les avez gavées. En 1 an, leur patrimoine a bondi de 14%. En 12 mois seulement, en 12 mois de travail acharné. Car c'est un vrai métier de privilégier les privilégiés. Ah, c'est une rude tâche de favoriser les favorisés, d'expliquer sans cesse à un peuple ignare et géniard que c'est pour le bien de la patrie, pour la compétitivité du pays. Car en même temps, avec audace, vous allez partout réclamant des sacrifices. Aux retraités, vous imposez une hausse de la CSG et vous plaidez, c'est pour mieux payer les travailleurs. Mais ils vous répondent quoi tous en chœur? Rends l'ISF d'abord. Chez les locataires, les étudiants, les modestes, vous avez gratté 5 € d'APL. Mais que murmurent-ils tous, même dans le silence de leur conscience? Rends l'ISF d'abord. Vous augmentez les taxes sur l'essence. Et que vous crient les automobilistes, avec ou sans gilets jaunes? Rends l'ISF d'abord. C'est toute la France qui aujourd'hui, de la Lorraine aux Ardennes, dans la rue ou dans les sondages, vous le répète, rendez l'ISF d'abord. Rendez l'ISF d'abord. Merci Monsieur Ruffin. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ruffin, ni les figures de style, ni même les tentatives d'Alexandrin n'enlèveront rien à la vacuité de votre propos. Est-ce que quand vous allez dans votre circonscription, vous vous adressez à vos électeurs, dont vous vous plaisez à nous raconter des échanges en permanence dans une mise en scène qui relève plus de la dramaturgie que de la réalité? Est-ce que vous leur dites que nous avons augmenté la prime d'activité? Est-ce que vous leur dites que nous augmentons le minimum vieillesse? Est-ce que vous leur dites que nous augmentons l'allocation pour les adultes handicapés? Est-ce que vous leur dites que leur salaire net a progressé parce que nous avons baissé les cotisations salariales? Est-ce que vous leur dites, parce qu'ils sont nombreux dans votre département, que la taxe d'habitation a baissé pour 80% des Français? Est-ce que vous leur dites que nous affectons 2,2 milliards d'euros supplémentaires l'année prochaine pour le financement de l'hôpital public? Je vais vous dire la réponse, Madame Monsieur Obono, Ruffin. vous écoutez la réponse. Vous ne leur dites pas. Vous ne leur dites pas, et pour 3 raisons. La première raison qui fait que vous ne voulez pas leur dire, c'est que ça vous obligerait à assumer ce que mon collègue François de Rugy a mis à jour. Le fait que votre groupe ait déposé un amendement pour augmenter la taxe sur les carburants de 500 millions d'euros. La deuxième raison qui fait que vous ne voulez pas leur dire, vous ne leur dites pas parce que ça vous obligerait à assumer que vous n'avez pas voté les mesures en faveur des plus fragiles, que vous n'avez pas été aux côtés des plus fragiles et des plus vulnérables. Et puis enfin, la dernière raison, c'est que si jamais vous leur disiez, ça enlèverait beaucoup trop à la démagogie de votre propos. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Paul Molac. Merci, Monsieur le Président. En ce jour du 13 novembre, nos pensées vont évidemment aux victimes des attentats barbares de 2015.
L'enquête touche à sa fin. Nous saluons le travail déjà effectué par les forces de sécurité et par la justice et nous pouvons espérer un procès exemplaire. Madame la garde des Sceaux, j'aimerais justement vous interroger sur la réforme de la justice que nous examinons actuellement au Parlement. J'associe à cette question mon collègue Jean-Michel Clément. Cette réforme doit nous permettre de faire baisser la densité carcérale. La France a d'ailleurs été rappelée à l'ordre à plusieurs reprises à ce sujet par des instances internationales. La création de places de prison, alliée à une politique visant à éviter la récidive, et donc l'enfermement pour des plus petites peines, va incontestablement dans le bon sens. Cependant, nous attirons votre attention sur certains déséquilibres. Le premier déséquilibre est territorial et répond à la nécessité de la proximité entre le justiciable et les juridictions. À l'heure actuelle, où la question des déplacements du quotidien inquiète nos concitoyens, en particulier en milieu rural, la spécialisation possible à la fois des tribunaux de grande instance et des cours d'appel soulève des interrogations par les professionnels de la justice et les justiciables quant à l'éloignement physique des tribunaux. De même, la dématérialisation d'un certain nombre de procédures a des effets néfastes. L'électronisme, comme on dit aujourd'hui, d'une partie de nos citoyens, les bugs informatiques et la complicité de certaines déclarations posent de légitimes questions quant à l'accès et à la compréhension de la justice. Il n'est pas rare que des personnes démunies sur le plan informatique viennent trouver de l'aide dans les permanences des députés ou les mairies. Madame la garde des Sceaux, quelle réponse pouvez-vous apporter alors qu'une mobilisation des avocats est prévue dans toute la France jeudi prochain, sachant que dans ces déséquilibres, il y a aussi le renforcement du pouvoir du parquet en allant jusqu'au basculement de la procédure pénale en faveur de l'accusation, notamment le recours accru à certaines techniques spéciales d'enquête qui autrefois étaient réservées à l'état d'urgence. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames les députés, Messieurs les députés, Monsieur le député Molac, vous venez d'aborder des thèmes dont nous avons traité la semaine dernière en commission des lois, dans un climat, je crois, d'écoute et de dialogue dont je tiens ici à remercier l'ensemble des participants, qu'ils soient de la majorité comme de l'opposition, et nous aborderons à nouveau ces thèmes en séance la semaine prochaine. La réforme de la justice que je porte, c'est une loi de programmation, je l'ai déjà dit, avec un budget tout à fait conséquent, plus de 25% en 5 ans et 6 500 emplois créés. Mais c'est aussi un texte de réforme. Et cette réforme, et c'est mon engagement, je la mets en place pour une justice plus proche du justiciable, plus efficace et pour une justice qui soit réellement plus rapide. La proximité, monsieur le député, la proximité, je m'y suis déjà engagée, consistera d'une part à ne supprimer, à ne fermer aucun tribunal, je le redis ici devant vous. Cela n'exclut pas une réflexion en termes de spécialisation sur des contentieux de grande technicité et de faible volume. Cette spécialisation, messieurs les députés, cette spécialisation, elle viendra de projets du terrain et elle permettra un équilibre entre les différents tribunaux d'un même territoire. Je le réaffirme ici, c'est un équilibre territorial qui sera garanti. La proximité, monsieur le député, je ne crois pas que l'on puisse y opposer la numérisation, car au fond, la numérisation est un outil supplémentaire. Il ne se substitue pas à l'accueil physique et tout au contraire, tout mon travail consistera à mettre en place dans chaque tribunal, un service d'accueil unique du justiciable. Et enfin, je terminerai en vous disant que la garantie des droits est une exigence qui nous réunit. À chaque mesure que nous avons prise, nous avons veillé à ce qu'il y ait un équilibre entre efficacité et liberté. Vos rapporteurs, Madame Laetitia Avia et Monsieur Didier Paris, y sont extrêmement attentifs et pour moi, c'est non négociable. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Maxime Minot. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, je tiens à associer à cette question tous mes collègues qui, au-delà des clivages partisans et par solidarité républicaine, ont répondu à mon appel. Clermont-de-Loise, Leblanc, Cosne-sur-Loire, Bar-le-Duc, Altkirch, Vitry-le-François, Le Couserans, Remiremont, Saint-Claude, Nogent-le-Rotrou et bien d'autres encore. La liste est longue de ces maternités en danger ou qui ferment les unes après les autres, malgré la mobilisation d'élus engagés, d'habitants concernés, de patientes inquiètes et de personnel dévoué. À quoi bon se vanter de la fin du trou de la Sécu si cela implique le sacrifice de nos maternités? Alors bien sûr, vous tenterez de nous démontrer le bien fondé de vos choix, que vous devrez d'ailleurs assumer vis-à-vis de nos compatriotes.
Fidèle aux technocrates qui semblent gouverner dorénavant, vous mettrez en avant des raisons administratives pour justifier une réalité toute simple en vérité. Vous remettez en cause l'accès aux soins de proximité pour tous. Car vous n'arriverez à faire croire à personne qu'habiter à plus d'1 heure de la maternité la plus proche dans certains cas est un progrès et sécurisant pour les futures mères. Et ce d'autant plus à travers des routes départementales parfois sans réseau, car en zone blanche. Plus lentement, la vitesse est limitée à 80 km/h et en bus par-dessus le marché compte tenu du prix à la pompe. Dans ces conditions, ce n'est plus un accouchement, mais c'est le parcours de combattante. Si nous pouvons parfaitement entendre les impératifs sanitaires à respecter pour chaque établissement, la suppression des maternités ne peut être uniquement guidée par des choix comptables. Pourtant, à l'égal de la sécurité, de l'éducation, de la justice, la santé est une des missions principales qui vous incombe. Et s'il y a des efforts à faire, c'est ici, Monsieur le Premier ministre. Libérez-vous de l'accessoire et concentrez-vous sur l'essentiel. Monsieur le Premier ministre, assurez-vous que tous les Français aient accès à des soins de proximité où qu'ils habitent sur le territoire, à la ville comme à la campagne. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Maxime Minot. Je vous remercie pour votre question qui me permet de répondre aux préoccupations de beaucoup d'élus sur nos territoires. Une situation qui s'aggrave, liée au vieillissement de la population, bien évidemment, et aussi une forte augmentation des maladies chroniques. Et une nécessité de prendre en compte les attentes des professionnels, l'apparition de nouvelles thérapeutiques. C'est le défi que le gouvernement relève depuis 18 mois, et notamment dans un cadre de souci de qualité et de sécurité d'accès aux soins. Cette organisation s'inscrit en lien avec le déploiement des 1000 communautés professionnelles territoriales de santé attendues d'ici 2022. Notre objectif est que tous les professionnels d'un territoire s'engagent, travaillent ensemble et portent une responsabilité collective vis-à-vis des patients de leur territoire. L'exercice isolé doit devenir l'exception. Il faut libérer du temps médical. C'est le rôle des assistants médicaux. Il faut s'appuyer sur le numérique. C'est l'organisation et donner du temps médical. On écoute la ministre. C'est le déploiement d'une télémédecine qui est maintenant reconnue et qui est un acte médical de droit commun. Pour construire ce nouveau système, il n'y aura pas de décision imposée d'en haut. Je tiens à vous assurer que les élus seront bien concertés à chaque étape par les agences régionales de santé. Il n'y aura pas de cartographie nationale. Les décisions seront prises au niveau de chaque région via les plans régionaux de santé. Mesdames et Messieurs les députés, notre engagement est clair. La mise en œuvre du plan Ma Santé 2022 se fera en association étroite avec l'ensemble des acteurs, l'ensemble de l'offre de soins, médecine libérale, privée, secteur associé ou service public et évidemment les élus, dans un souci simple et clair, une qualité et une sécurité aux soins apportés. Notre objectif est simple, permettre à tous les citoyens d'apporter meilleurs soins et redonner la main au territoire. Je vous remercie. Merci, madame la ministre. La parole est à madame Fabienne Kölbock. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Jean-Michel Blanquer. La liberté d'association est une liberté publique fondamentale, reconnue par la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789. En 2018, un citoyen sur 4 a fait le choix de s'engager. Votre nomination, Monsieur le secrétaire d'État, représente une réelle reconnaissance pour le secteur, mettant un coup de projecteur pour les 13 millions de bénévoles et presque 2 millions de salariés d'associations qui agissent tous les jours sur nos territoires. Les moyens sont désormais réunis pour créer la société de l'engagement que nous souhaitons tous. Les acteurs associatifs sont des relais précieux pour la mise en œuvre des politiques publiques et des partenaires privilégiés pour les collectivités territoriales. Comment imaginer nos territoires sans l'action des associations ? Pour 2019, le budget dédié à la jeunesse et à la vie associative augmente de 50 millions. Il témoigne du soutien renouvelé que vous accordez au tissu associatif en dotant à nouveau le FDVA de 25 millions d'euros pour l'année à venir. Vous avez également évoqué de nouvelles mesures qui seront annoncées fin novembre. Ma question porte sur la mise en œuvre du FDVA en 2018, fonds qui, je le rappelle, a remplacé la réserve parlementaire. Pourriez-vous, Monsieur le secrétaire d'État, nous faire un retour sur le déroulement des appels à projets sur le territoire?
nous préciser combien d'associations ont pu bénéficier de ces financements et quel est le montant alloué en moyens. Même si ce fonds est une vraie satisfaction, le décret d'application a été publié tardivement, ce qui a engendré des contraintes d'organisation tant pour les directions départementales de la cohésion sociale que pour les associations. Ainsi, pourriez-vous nous préciser l'organisation et le calendrier que vous prévoyez pour 2019 ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Fabienne Colbock. Vous avez eu raison de le dire et on ne le dira jamais assez. Les associations, c'est un trésor pour la République. Elles permettent une économie plus humaine, elles permettent une société plus solidaire, elles sont une école de la citoyenneté et de la démocratie pour beaucoup de jeunes. Il faut les accompagner, les soutenir, leur permettre de se déployer sur le territoire et soutenir les bénévoles qui les font vivre. Les soutenir, c'est aussi réaliser, reconnaître qu'il y a une pluralité de modèles associatifs. Toutes les associations ne se ressemblent pas. Il y a des secteurs qui sont différents, il y a des domaines d'intervention qui sont différents au niveau local et au niveau national, et puis il y a des formes qui sont différentes. Il y a des associations qui salarient beaucoup, et puis il y a des associations qui sont constituées exclusivement ou quasi exclusivement de bénévoles. Il faut savoir accompagner les deux. Si j'ai été nommé effectivement auprès de Jean-Michel Blanquer, c'est pour travailler notamment sur ces questions-là, et c'est ce qu'on fait dès 2019, et je tiens à le rappeler, dès 2019, en abaissant les charges sociales, c'est 1,4 milliard d'euros qui va être rendu aux associations qui salarient dans notre pays. On ne le dira jamais assez, il faudra remonter très loin, et je ne sais pas si on trouverait un moment où 1,4 milliard d'euros a été rendu aux trésoreries, aux associations dans notre pays. Ça mérite d'être souligné et d'être rappelé. Et puis il y a toutes les petites associations, celles qui sont composées quasi exclusivement de bénévoles. Et celles-là, on veut aussi les accompagner financièrement. C'est pour ça qu'on a mis en place le FDVA, le Fonds de développement de la vie associative. Très concrètement, ce que je peux vous annoncer, c'est que c'est 9 500 associations qui ont reçu ces 25 millions d'euros. Ça fait 2 900 € en moyenne par association. On parle de petites associations qui sont composées surtout de bénévoles. Ça soutient des projets innovants, ça soutient le fonctionnement, ça soutient la formation des bénévoles. Mais j'ai entendu ce que vous disiez sur le calendrier. Moi, j'étais encore député quand on a mis en place le FDVA et on a vu qu'en termes de calendrier, gérer ça au milieu de l'été, c'était pas simple pour nous en tant que parlementaires pour communiquer auprès des associations. C'était pas simple pour les associations non plus. Donc, ce que je peux vous annoncer, c'est que pour l'année prochaine, 2019, on a décidé d'avancer le calendrier. Donc, concrètement, toute la procédure aura lieu au premier semestre avec plus de temps pour les associations pour répondre aux appels à projets et plus de temps pour les parlementaires pour communiquer auprès des associations. Et je vous invite vraiment à communiquer auprès d'elles sur ces bonnes nouvelles. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.